Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici dans nos tisanes philo-vincianisme 48, en compagnie de Jean-Luc Ardite à la technique et moi-même au micro. Bon, il s'agit d'une émission un peu spéciale et un peu plus longue car elle regroupe les pensées recueillies dans une fanzine que je viens de publier à 200 exemplaires et qui est un peu mon petit manifeste à moi, entre guillemets manifeste, mais qui marque une forme jubilatoire de festivité pour notre émission Vincianisme qui s'approche de la 50e. Le titre est fanzine, il faut que j'explique ce que c'est. Fanzine, c'est un mot valise entre fanatique de magazine et qui était né il y a peut-être 150 ans avec les punks, avec les musicaux underground, etc. Donc le titre étant une philosophie tragique de l'instant. Alors, commençons par définir la tragédie selon ce magnifique dictionnaire en ligne, la langue française, donc la langue française, https://www.lalanguefrançaise-toutattaché.com. Le registre tragique est un registre littéraire dont le but est d'émouvoir le lecteur ou le spectateur. Dilemmes, conflits et passions tourmentent les personnages, désespérés face à leur terrible destin. Leur histoire est sans issue, condamnée à un tragique dénouement, se traduisant souvent par la mort du héros et parfois des autres personnages. Une philosophie tragique est donc cathartique, c'est-à-dire elle fait un peu un soin, et à mon sens aussi anhistorique, c'est-à-dire inactuelle. Cette inactualité agissante nous porterait à vivre dans l'instant. J'ai toujours eu une affection pour la géographie, laissant de côté, à part son côté mémoriel, l'histoire. Bref, imaginez une brume délicate qui caresse l'aube, dévoilant les contours éphémères de notre réalité. La philosophie tragique s'érige comme une toile tissée de nuances où chaque fibre raconte l'histoire fragile de l'être. C'est une danse entre la reconnaissance de l'absurde et l'acceptation joyeuse de notre condition. Elle n'est ni un cri de désespoir, ni une quête de salut, mais un murmure doux, amer, qui embrasse la beauté brutale de l'instant présent. Une mélodie silencieuse qui résonne avec l'acceptation sereine de notre impermanence. Ici, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre. Une flamme vacillante qui illumine notre passage fugace dans l'univers, les univers, le multivers. Ce petit manifeste propose une approche personnelle d'une pensée philosophique tragique et par conséquent non idéaliste, en s'appuyant sur les écrits de penseurs amis, la vacuité de Nagarjuna, le penseur indien, la réalité de Clément Rosset, l'instant selon Gaston Bachelard, la réciprocité de Martine Buber et la force majeure de nouveau de Clément Rosset dans la joie de vivre, ainsi que quelques citations les accompagnant. Nous explorerons également l'anti-héroïsme et l'esprit coopératif horizontal des anarchistes. Nous allons essayer d'apprendre à ne pas mettre les personnes sur un piédestal, ni les jeter par-dessus bord, mais plutôt à leur caresser le visage, la barbe, les cheveux ou la main, avec un signe affectueux d'armistice. Après tout, pourquoi ne pas choisir la tendresse? Je commence ce voyage, donc avec mes amis philosophes, avec Nagarjuna, dans sa doctrine de la vacuité, qui révolutionne la philosophie bouddhiste en introduisant la notion de sunyata, qui veut dire justement vacuité. Il argue que tous les phénomènes, y compris le soi, sont vides d'existence intrinsèque. Cela signifie que rien ne possède une nature indépendante et permanente. Tout est interdépendant. Nagarjuna utilise le concept de la vacuité pour déconstruire nos perceptions habituelles de la réalité,
en montrant que les choses n'ont pas de nature propre et existent seulement en relation avec d'autres choses, et il démystifie l'idée d'une réalité fixe et inchangeable. Cette vision vise à nous libérer des attaches et des illusions qui causent la souffrance. En réalisant que tout est impermanent et interdépendant, on peut adopter une perspective plus souple et ouverte sur le monde, réduisant ainsi notre attachement et notre désir, source de souffrance. Mais la vacuité n'est pas un nihilisme, ce n'est pas l'affirmation que rien n'existe. Au contraire, c'est plutôt la reconnaissance que la manière dont nous percevons et conceptualisons le monde est fondamentalement erronée. Mais ce n'est pas une raison pour ne dire qu'elle n'existe pas. Elle est plusieurs. La vacuité invite à une profonde introspection et une réévaluation de notre rapport à la réalité, ouvrant la voie à une compréhension plus directe et moins biaisée du monde et de notre existence. Nagarjuna est un peu comme le philosophe des paradoxes et des questions épineuses. Imagine que tu sois une fête et que tout le monde cherche la réalité ultime, comme un trésor caché dans un gâteau d'anniversaire. Eh bien, Nagarjuna arrive et dit « Désolé les amis, il n'y a pas de trésor, juste un gâteau, alors mangeons-le et profitons-en. » Sa philosophie repose sur le concept de sunyata, comme on vient de le dire, souvent traduit par vacuité ou néant. Mais au lieu de dire que tout est vide et déprimant, Nagarjuna explique, au risque de me répéter, que tout est interconnecté et n'a pas d'existence propre ou indépendante. En gros, il te dirait, c'est comme une coquille et son lait. L'un sans l'autre n'a pas vraiment de sens. Profite des deux ensemble, mais ne cherche pas la vérité ultime dans le coquille. Nagarjuna utilise aussi une logique en 4 points appelée Katuskoti pour déstabiliser les idées rigides. Imagine un débat où quelqu'un demande « Le chat est sur le tapis ». Il répondait « Le chat est sur le tapis, il n'est pas sur le tapis, il est à la fois sur le tapis et pas sur le tapis, et il n'est ni sur le tapis ni pas sur le tapis ». C'est un peu comme si l'humour absurde de Monty Python rencontrait la philosophie. En somme, Nagarjuna nous dit « Ne prenez pas trop au sérieux, la vie est une série de relations et d'interconnexions. » Appréciez l'instant présent, mangez le gâteau, buvez du lait et ne cherchez pas un trésor caché qui n'existe peut-être pas. Clément Rosset, lui, critique l'idéalisme et affirme que la réalité, bien que souvent cruelle, est la seule vérité. Il rejette les illusions consolatrices et propose une lucidité radicale face au monde. Il nous rappelle constamment que la vie est tragique, non pas dans le sens trivial de dramatique, mais comme je l'ai signalé plus haut, dans le sens cathartique issu des tragédies grecques. Il n'est pas impossible qu'il faille apporter des bonbons pour supporter le spectacle de notre vie. Rosset nous dit essentiellement que le réel est tout ce qu'il y a et que le nier, c'est comme espérer trouver de l'or au bout d'un arc-en-ciel. Pas de chance, juste un pot de réalité. Il nous montre notre propension à créer des illusions pour échapper au tragique. Selon lui, accepter le réel avec toutes ses imperfections, c'est comme accepter que le chocolat se termine toujours trop vite. Sa philosophie, c'est un peu comme dire « regardez la vie en face et si ça devient trop dur, au moins on peut en sourire ». Le tragique, selon Rosset, c'est un spectacle sans entracte. Mais si on doit tous y assister, toutes et tous y assister, autant amener une amie ou un ami à apporter un peu de joie de vivre en cours de route. Gilles Deleuze confirme d'une certaine manière ce propos. Le pouvoir exige des corps tristes. Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La joie, par conséquent, est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. La joie en tant que puissance de vie nous amène dans des endroits où la tristesse ne nous mènerait jamais. De son côté, Bachelard met l'accent sur l'importance de l'instant, ce moment unique et créatif qui nous permet de réinventer notre rapport au temps. L'instantanéité est un appel à la prise de conscience et à l'action immédiate.
Gaston Bachelard aimait bien secouer les idées reçues. Dans l'Intuition de l'instant, publié en 1932, il propose que le temps n'est pas une grande rivière calme qui coule tranquillement, mais plutôt une série de petits éclats comme des bulles qui éclatent à la surface de l'eau. Imaginez que le temps, au lieu d'être une ligne droite, ressemble à une chaîne de pop-corn éclatant dans une poêle chaude. Chaque instant est un pop unique. Puis, dans la dialectique de la durée, publiée en 1936, Bachelard va encore plus loin en affirmant que nous devons arrêter de voir la durée comme quelque chose de continu et fluide. Pour lui, c'est plutôt une série de sauts et de bonds, un peu comme si l'on sautait de pierre en pierre pour traverser une rivière tumultueuse. Chaque saut est une nouvelle perspective, un nouveau commencement. En gros, il ne croit pas à la linéarité du temps, mais à une sorte de zapping temporel. En résumé, Bachelard nous invite à cesser de voir le temps comme une longue route et à le percevoir plutôt comme une série d'instants éclatants, chacun apportant sa propre lumière et sa propre saveur. C'est comme si chaque seconde était une surprise dans une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va obtenir, mais chaque instant est délicieux et unique. Cette notion du temps me fait aussi penser à Vladimir Jankélévitch avec sa phrase sublime « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. » Ou encore, à la phrase de Céline « Chacun pleure à sa façon le temps qui passe. » Et Gustave Flaubert nous réjouit avec cette citation « L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe. » Et William Shakespeare, in fine, « Ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas de futur. » Et là, on s'approche d'un philosophe intéressant, mais peu connu pour finir, s'appelle Martin Buber et introduit la réciprocité dans les relations humaines à travers le concept du dialogue « je-tu ». Cette dynamique d'échange enrichit notre compréhension de soi et des autres et nous pousse à l'action. Martin Buber a transformé les relations humaines en art de la rencontre. Son concept de réciprocité « je-tu » est au cœur de sa pensée. Buber nous dit qu'il existe deux manières fondamentales de se rapporter aux autres. La relation « je-tu » et les relations « je-cela ». La relation « je-cela », ici on traite l'autre comme un objet, une chose qu'on utilise ou observe. Un peu comme si tu disais « mon voisin c'est juste le type qui arrose ses plantes à 6 heures du matin ». Fonctionnel, mais pas très inspirant. La relation « je-tu », là c'est la résonance. Quand tu es en relation « je-tu », tu vois et tu reconnais l'autre comme un être entier et différent. C'est le moment où tu te dis « mon voisin est une personne fascinante avec des histoires incroyables à raconter ». Pour Buber, la relation « je-tu » est une rencontre où deux êtres se reconnaissent et s'engagent pleinement. Imaginons un scénario. Tu es à la boulangerie, dans une relation « je-cela », tu dis « je veux un croissant », fin de l'histoire. Mais dans une relation « je-tu », tu discutes avec le boulanger. Tu apprends qu'il a un secret pour rendre ses croissants si délicieux. Et vous partagez un moment de connexion humaine. Et voilà, tu as transformé une simple transaction en une rencontre significative. En résumé, la vie devient plus riche quand on privilégie les relations « je-tu ». Encore une fois, nous retrouvons la philosophie de Clément Rosset qui valorise une joie de vivre émergeant de l'acceptation de l'absurdité. Il voit dans cette reconnaissance une forme de force majeure capable de transcender les tragédies de l'existence. Sa philosophie met en avant la joyeuse absurdité de la vie. Imaginez que la vie soit une énorme blague cosmique et que la clé d'une bonne vie réside dans le fait de sourire avec elle plutôt que de se battre contre elle. Pour Rosset, reconnaître cette absurdité n'est pas une faiblesse, mais une superpuissance secrète, un peu comme porter les lunettes de soleil dans une tempête. Ça ne changera pas le temps, mais ça rendra la traversée beaucoup plus stylée. Ainsi, cette acceptation joyeuse nous donne la force, peut-être, de surmonter les tragédies de l'existence avec un sourire en coin.
À cette philosophie tragique de l'instant que je viens d'articuler avec mes amis philosophes, j'ajoute très personnellement une perspective anarchiste et anti-héroïque. L'esprit anarchiste est une harmonie des étoiles vagabondes. Il est horizontal et participatif, semblable à une symphonie de constellations où chaque étoile brille de son propre éclat, tout en formant un ensemble harmonieux. C'est une danse des âmes libres, un ballet sans chef d'orchestre où chacun trouve sa place, guidé par la volonté commune de créer, d'aimer et de se soutenir mutuellement. Cet esprit se nourrit de la beauté des relations humaines, de l'échange sincère et égalitaire, où chaque voix compte et chaque geste participe à la mélodie collective. Il est une rivière aux multiples affluents, chacun apportant sa richesse pour nourrir le grand fleuve de la solidarité. L'anarchie est horizontale par sa toile vivante où chaque fil entrelace l'autre, créant des motifs uniques et imprévisibles. C'est un souffle de liberté qui traverse le champ de l'existence, sémant des graines de rébellion pacifique et de collaboration joyeuse. C'est la célébration de l'individualité dans l'unité, une force douce qui façonne un monde où chacun est architecte de sa propre vie tout en étant pierre angulaire de la communauté. Un rêve éveillé où les frontières s'effacent, laissant place à une mosaïque d'humanité vibrant à l'unisson. Mais je dois dire, illusion. Je suis conscient que cet état d'esprit est aussi une illusion. Mais je garde cette illusion auprès de moi pour me tenir au chaud, recharger mes batteries, reprendre des forces, tout en conservant résolument ma philosophie tragique de l'instant définie plus haut. Heureusement, j'évite la plupart du temps de faire des haltes dans les plaines et les collines où se cachent les vérités hallucinatoires de notre espèce. Ce sont des simulacres où gisent les idoles brisées de notre vie individuelle et collective. La plupart du temps, nous sommes toutes et tous soumis à des tours de passe-passe idéologiques et émotionnels, des interprétations frisant la caricature jusqu'à concevoir des idoles, des gourous pour déléguer notre besoin de consolation. C'est le paysage d'une manipulation narcissique partagée. Pensez, imaginez, philosopher un peu, c'est bon pour la santé. Mais je n'oublie pas de rester droit dans mes bottes en retrouvant l'esprit des lois de Montesquieu. Avec cet homme inspiré, je réaffirme que dans toute société humaine, il ne faut jamais oublier la chose la plus basique, mais aussi la plus essentielle, le droit qui doit absolument protéger tout le monde, y compris la planète, et toutes les personnes qui s'éloignent de la norme, quelle qu'elle soit, race, genre, classe, dans toutes leurs nuances. Il est également essentiel de se rappeler que la justice doit contrôler le droit et que l'amour doit surveiller la justice. Comme disait Louis Althusser, la puissance philosophique du cœur permet donc de résoudre les antinomies de la raison et de la société. Enfin, avec cette philosophie de poche que je viens de vous présenter, je nous invite à vivre léger, presque au degré zéro de la philosophie, tout en maintenant la pensée et l'imagination instant après instant. C'est un appel à embrasser la vie avec une certaine légèreté ontologique, sans pour autant abandonner notre réflexion et notre créativité, et surtout notre action pour continuer le mouvement encore et toujours mystérieux qui nous pousse à persévérer dans notre être. Je dis mouvement en connaissance de cause, car ce n'est pas l'instinct de conservation tel que le définit notre Larousse, l'instinct qui pousse un être vivant à lutter pour son existence quand elle est menacée, mais bien, concernant l'espèce humaine, une affaire de désir d'être. Spinoza écrivit « On ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont belles. » Ou, comme l'a développé Emmanuel Dattilo dans son livre « La vie heureuse », reconnaître dans chacun de nos gestes la vie qui est vivante, c'est entrer dans une région étrangère aux superstitions et aux conventions morales, une dimension où nous apprenons à désirer directement le bien.
Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.